lundi 22 février 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin sur canal3télévision.com. Voici les titres de ce 13h. Au sommaire, à quelques semaines de la présidentielle d'avril prochain, les dignitaires du culte vaudou travaillent pour la préservation de la paix. Selon ces derniers, l'ambiance qui prévaut actuellement ne garantit pas la paix. Et pour prévenir et trouver une solution, ils ont organisé des rituels et une grande prière dans le village de Togben, dans la commune de Tofor. Vous les entendrez dans ce 13h. Hors de nos frontières, le peuple nigérien est appelé à départager les deux candidats retenus au thème du scrutin du 27 décembre dernier. Il s'agit de Mohamed Bazoum et de Mohamed Ousmane. Et sur le terrain, le scrutin s'est très bien déroulé avec un calme total et les citoyens ont été appelés pour accomplir leur devoir civique sous les yeux des observateurs de la CEDEAO, nos envoyés spéciaux. Nous ferons le point dans ce journal. À suivre également la distinction de 4 dignitaires des religions endogènes dans l'arrondissement de Ouédémé, dans la commune de Glazoué. Leur attachement des pratiques des connaissances traditionnelles a été salué par l'organisation non gouvernementale La Main de Dieu, qui leur a décerné des attestations. Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Dans quelques semaines, comme je vous le disais dans les titres, les électeurs béninois iront exprimer leur vote et dans le cadre de la prochaine présidentielle. L'ambiance qui prévaut actuellement ne garantit pas la paix. Selon les dignitaires du culte vaudou, dans la commune de Tofor, le dignitaire d'Adanon Pesso a essayé donc de réunir autour de lui et de ses pairs et têtes couronnées et d'autres autorités morales pour prier pour la nation, mais aussi pour l'éradication du coronavirus. D'Adanon Pesso et l'arrondissement de Djanglamé à Tofor ont prié pour la paix et aussi pour conjurer le coronavirus au Bénin. C'est à l'occasion de la fête annuelle du Vaudou dans Agadjou Malenou le samedi 20 février dans le village de Togben. À ses côtés, le roi d'Alada Podegbe Djiglatoui, le chef suprême du culte vaudou Dagbo Hounon et des dignitaires. Qui veut la paix prépare la paix. Qui veut la paix bâtit la paix. Qui veut la paix construit la paix. Il y a cette crise sanitaire qui bouleverse le monde entier. Nous allons prier pour que le coronavirus, n'est-ce pas, cesse de nous embêter, de nous déranger, de déranger le monde entier. Nous allons prier pour que cette maladie s'en aille et pour que la paix puisse revenir. Et c'est justement la raison de l'immolation d'un mouton. On note des dizaines d'adeptes et de fidèles du vaudou dans Agadjou Malenou, venus de plusieurs régions pour une union de prière autour de D'Adanon Pesso. Le parrain de la cérémonie, Nestor Avonomandegbe, et l'initiateur de l'événement, insiste sur l'importance de la séance de prière. L'événement qui nous a réunis, c'est un événement concernant la paix avant, pendant et après les élections présidentielles du 11 avril 2021. C'est pourquoi nous prions très respectueusement parce que la chance qui nous est donnée ce matin, nous avons le roi des rois. Nous disons bien, nous avons le roi des rois parmi nous. Et je vous prie de bâchonner Sa Majesté, le roi Podegbe. Nous disons bien une grande prière pour la paix et des élections paisibles au Bénin et l'évacuation de la pandémie du Covid-19. Tout le monde s'est réuni, système que nos aïeux font pour éponger ces genres de choses que nous voulons faire aujourd'hui. Et puis on n'aura plus ces genres de maladies dans le monde entier. Et deuxièmement, vous voyez que nous sommes en phase de l'élection présidentielle. On entend partout dans l'Afrique, dans le monde entier, s'il y a l'élection, c'est le cœur haut. Pour pouvoir faire que les uns et les autres vont s'entendre
et puis les Béninois vont aller dans la même direction et il n'y aura pas de sang. C'est ce qui fait que c'est ces deux choses qui nous poussent à insister à faire cette cérémonie cette année. Le rituel observé sur place, selon les dignitaires, rassure que la présidentielle se passera dans la paix. Aussi, la pandémie sera-t-elle boutée hors du Bénin? Et puis la coordination départementale du littoral, des comités communaux et des arrondissements qui se met aussi en ordre de bataille dans la perspective du démarrage de la prochaine campagne électorale. Réunis samedi au Palais des Congrès de Cotonou, ils entendent travailler pour une élection pacifique, paisible, avec un fort taux de participation pour le compte du département du littoral. Herman Pafiane Mbossou et Deron Kwevi. Le 11 avril approche à grands pas. Dans un peu moins de 5 semaines, en effet, démarre la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Si du côté des institutions en charge, l'organisation d'un scrutin a un enjeu aussi capital, tout se déroule au rythme du calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome. Chez les acteurs politiques tous bords confondus, l'heure est tout aussi à la remobilisation de la troupe. La politique, c'est pas pour ça que je vais mettre. Dans cette salle du Palais des Congrès de Cotonou, ce samedi, à quelques 48 heures de la publication par la Sénat de la liste des duos définitivement retenus, les comités communaux et d'arrondissement du littoral se réveillent de leur hibernation et s'engagent par eux-mêmes à rééditer l'exploit d'un fort taux de participation. Le coordonnateur Randis Awandoun Goumé va nous envoyer en mission. On va descendre de quartier en quartier, de rameau en rameau, convaincre la population à aller voter massivement pour élever vraiment le taux de participation le 11 avril 2021. Comme nous avons le fait en 2016, et nous faisons des petites réunions dans les quartiers, dans les vents, nous allons remobiliser, nous allons parler à nos parents dans les amont, dans les villages, dans les quartiers de ville, et voilà comment nous faisons. C'est toute une machine. La journée dite de remobilisation de la troupe a été marquée par une série de communications sur fond de bilan du quinquennat qui s'achève. De quoi permettre à l'assistance, composée en majorité de jeunes et de femmes du littoral, d'apprécier les actions déjà menées afin de se projeter dans l'avenir. Entre 2016 et 2020, le taux de desserte en eau potable en milieu urbain est passé de 55% à 75%. Et en milieu rural, nous sommes passés de 42% à 70%. Pour les comités communaux et d'arrondissement du littoral, rien ne saurait entraver la bonne marche du processus entamé avec la publication par la Sénat du calendrier électoral. Tels des messagers, ils s'engagent à être porteurs des germes de la paix dans l'ensemble des quartiers de Cotonou. Une élection pacifique, paisible, mais aussi un fort taux de participation pour le compte du littoral, la chose est bien possible. La coordination du littoral y croit fermement et n'entend pas se laisser surprendre. J'ai compris aujourd'hui que les CCC et les CCA ont une conviction. Si c'était basé que sur de l'argent, vous ne serez pas là ce matin. La force que vous incarnez, vous ne le savez pas. Dans les 77 communes du Bénin, les CCC sont partout. Les CCA, pareil. Vous êtes forts. Vous êtes des gens bien. Nul doute, la mission est bien comprise et cernée. Le premier adjoint au maire de Cotonou, sous la coordination duquel se déploie cette machine, se dit pleinement conscient de l'enjeu et se dit prêt à accompagner le mouvement. Et toujours l'actualité politique, le bureau politique du parti Union Progressiste était en session samedi. Les travaux portent sur la définition des éléments de langue, mais aussi des stratégies à affiner en vue d'une bonne animation de la campagne électorale à venir. La période de temps aussi d'ailleurs que celle en cours nécessite une prise d'initiative, sens d'anticipation et de qualité du discours politique. Voici maintenant un extrait de l'allocution d'ouverture du président du parti, Bruno Ramosson. Il y a aujourd'hui sur la scène politique et dans l'espace national des déclarations, des commentaires qui peuvent
perturber ou semer la confusion. Certaines de ces déclarations viennent de savants en matière électorale. Mais lorsque les savants s'expriment pendant la période électorale, ils participent plus à la campagne électorale qu'à l'expression de la science. Ces déclarations viennent aussi de différentes forces politiques et l'environnement actuel montre, à notre sens, montre bien que la démocratie béninoise se porte bien. Chacun s'exprime, des opinions diverses s'expriment, les contradictions se développent, se résolvent. Et quand il en est ainsi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se plaindre de ce qui se passe. Au contraire, nous devons nous féliciter de ça. Ces expressions viennent aussi non seulement des forces politiques, mais de la société civile aussi, qui est gardienne, qui veille sur ce qui doit être fait, monte la garde pour sonner l'alerte lorsqu'il y a difficulté. Mais lorsque cette société civile s'exprime sur des sujets pendant la période électorale, il faut bien sûr considérer que ces expressions sont des expressions d'opinion partisane. Le gardien n'attend pas le moment de l'inventaire pour dire qu'il y a eu des voleurs il y a un an. Le gardien vous signale les anomalies au moment où ces anomalies se produisent. Et c'est pour ça que nous devons contextualiser tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Je suis convaincu que nos travaux nous permettront d'arrêter la stratégie appropriée, celle qui nous permettra de dialoguer avec nos populations, d'expliquer notre programme, d'expliquer les choix que nous avons eu à faire, de justifier ces choix et de convaincre les uns et les autres que pour notre pays, c'est cela qui correspond à l'intérêt général. Au Bénin, les professionnels de la presse ont réfléchi sur l'avenir de leur corporation, un exercice qui s'est fait autour d'une table ronde organisée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNP à Bénin. Le menu des échanges des 48 heures a prévu des thématiques qui concourent à l'épanouissement des acteurs des médias. Narcisse Alossé et Henri Dantier. La table ronde des médias annoncée à grand renfort médiatique prend corps ici à la salle polyvalente de Blue Zone, située en plein cœur de Cotonou. Une initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui a drainé tout un gratin de professionnels des médias venus discuter des questions liées à la santé de leur secteur d'activité. Il sera question ce matin de débattre, de mettre sur le tapis les problèmes que connaissent les organes de presse, tous médias confondus. Des problèmes qui feront l'objet des discussions au cours de ces assises. Tout comme ces problèmes, bien d'autres jalonnent le quotidien de la presse béninoise, a ajouté le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, qui s'est essayé à un état des lieux depuis 2016. Ce quinquennat aura été particulièrement éprouvant pour la presse béninoise, avec un code de numérique qui limite les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que
la fermeture d'entreprises de presse avec son cortège d'emplois sacrifiés et des familles en désarroi. Les organisations faîtières des médias sont sous perfusion. Parce que, sevrée de la subvention qu'est l'aide de l'État à la presse privée depuis 2016. Une subvention qui, a-t-il insisté, est pourtant des droits légaux et constitutionnels. À sa suite, le représentant de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est revenu sur le nouvel environnement juridique de la presse béninoise qui exige une attention beaucoup plus soutenue dans l'exercice de cette fonction. En tenant compte donc de ce nouvel environnement qui a changé, nous voudrions croire donc que cette ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. En tout cas, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication essaiera de jouer pleinement sa partition pour de véritables entreprises de presse dans notre pays. Des attentes nourries pour cette table ronde qui se tient 7 ans après les États généraux de la presse béninoise. Les travaux s'étaleront sur 48 heures autour du thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». Hors de nos frontières, je vous le disais dans les titres, le peuple nigérien est appelé à départager les 2 candidats retenus au thème du scrutin présidentiel du 27 décembre dernier. Il s'agit de Mohamed Bazoum et de Mahaman Ousmane. Sur le terrain, le scrutin s'est bien déroulé dans le calme et les citoyens ont accompli leur devoir civique sous les yeux des observateurs de la CEDEAO. Idrissou Boukari, Elvis Donocoin. Plus de 7 500 000 électeurs sont appelés dans près de 26 000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions du Niger. Qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, Mohamed Bazoum, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, et Mahaman Ousmane, candidat du Parti de renouveau démocratique et républicain, s'affrontent dans les urnes pour le contrôle du fauteuil présidentiel. Les décideurs circonstanciels, eux, ont exprimé leur vote. Le vainqueur de ce scrutin est attendu sur plusieurs chantiers. La priorité pour moi, c'est l'éducation et la sécurité. En troisième position vient la santé. C'est les 3 facteurs-là qu'il faut nécessairement que le prochain candidat puisse travailler là-dessus. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, l'éducation, la santé, il n'y a pas de stabilité dans un pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'il soit un fils digne du pays et qu'il aime ses prochains, qu'il ramène la paix et tout ce qu'il faut pour ses compatriotes. C'est tout ce que je veux de lui, ce que j'ai appelé la paix. Parce qu'ici, on a toujours connu la paix. Si ce n'est pas ces derniers temps que les temps ont changé, il y a un peu partout des attaques et autres. Sinon, c'est la paix seulement qu'on connaît. Et même dans les priorités, il y a des priorités. Et ces priorités, nous les avons entendues de part et d'autre. Et en fonction de cela, nous avons fait notre choix. Les priorités, d'abord, l'enseignement, l'eau, la santé et la justice. Et la justice. Comme au premier tour, ce vote retient l'attention de la communauté internationale. La CEDEAO à elle seule a déployé une centaine d'observateurs dans les bureaux de vote pour suivre le déroulement du scrutin et s'assurer de sa transparence et de sa sincérité. Refusant de se contenter seulement des rapports de leurs équipes, le chef de mission, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, la représentante spéciale du président de la commission de la CEDEAO au Niger et leur délégation sont descendus également sur le terrain. Quelques centres de vote de Niamey ont été sillonnés et à la fin, on peut déjà se réjouir du climat apaisé qui prévaut dans les bureaux de vote. Un signe d'espoir que le chef de mission appelle à renforcer. Ça se passe globalement avec sagesse, discernement et une bonne organisation. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour inviter la population à massivement sortir pour accomplir son devoir civique. Il y a les urnes transparentes, il y a les bulletins de vote, il y a les PV de consignation des résultats des élections, il y a l'encre indélébile, il y a les membres des bureaux de vote et les représentants des candidats qui sont sur place.
et aussi les électeurs. Les électeurs arrivent progressivement et ce que nous avons vu sur 400 électeurs inscrits dans les bureaux de vote de façon générale, il y a déjà près d'une centaine qui ont voté. Cela signifie que l'affluence est progressive. Le tout se passe dans une organisation relativement bien faite, dans la discipline, et puis conformément au fonctionnement des bureaux de vote, avec des isoloirs qui permettent le secret du vote. Avec cette élection présidentielle, le Niger connaîtra pour la première fois de son histoire politique une alternance démocratique. Qui donc pour succéder à Mahamadou Issifou? C'est à cette interrogation que le peuple nigérien va répondre dans les urnes et isoloirs. Et retour au Bénin, on ira à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, avec ce nouveau numéro de café numérique. C'est un créneau aménagé pour permettre aux entrepreneurs et investisseurs de se réunir tous les mois autour d'un thème sur la zone économique spéciale. Et pour le compte de ce mois de février, l'initiative a ouvert ses portes au directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Les détails, Nagui Balagui. L'essentiel à savoir sur la zone économique spéciale de Glodjigbe. D'abord en une présentation succincte, puis des échanges à bâtons rompus. L'exercice en valait la chandelle au regard de l'intérêt que suscite ce numéro-ci de café numérique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin offrait à l'occasion aux chefs d'entreprise locaux et de la diaspora d'échanger avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de l'exportation de ce qui pour eux serait une chance formidable. Il y a une réponse claire à ce besoin d'industrialisation de notre pays et de le transformer en pôle industriel. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il était important que la pièce vienne présenter à l'ensemble des chefs d'entreprise béninois au Bénin et de la diaspora également toute cette opportunité qu'il y avait dans la zone économique spéciale pour qu'ils puissent vite saisir cela. Le sujet passionne et il y avait tant à dire, notamment sur les implications de régimes dérogatoires et de mesures incitatives à n'en point finir. Elles sont, à ce que l'on dit, douanières, fiscales, sociales, commerciales et bien plus encore. L'objectif de la réunion que nous avons engagée aujourd'hui et des échanges que nous avons eus aussi bien avec les opérateurs économiques installés au Bénin qu'avec les internautes, c'est de les sensibiliser sur la formidable opportunité que le gouvernement met à leur disposition en mettant en place cette zone économique spéciale qui doit permettre par les incitations, que ce soit des incitations douanières, des incitations fiscales, des incitations commerciales et des incitations sociales, ce formidable outil doit leur permettre en fait de développer leur activité. Il faut absolument qu'ils puissent s'en saisir pour développer leur activité. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette zone économique spéciale puisse accueillir le maximum d'entreprises, qu'elles soient des entreprises d'origine béninoise ou des entreprises d'origine étrangère, pour développer l'emploi dans notre pays. Une révolution tape donc à la porte et il va falloir s'y préparer pour ne pas rester en marge. Là se trouve sans nul doute le plus dur pour les locaux. Les opérateurs économiques béninois, s'ils ne s'organisent pas, s'ils ne se prennent pas en charge, il est fort possible que ce qui apparaît comme une opportunité réelle de développement de notre pays, eh bien que nous loupions l'entrée, j'allais dire, ou l'atterrissage. Alors, je voudrais inviter très sincèrement à tous ceux des chefs d'entreprise qui font très peu de militantisme économique à réfléchir et à voir leur intérêt à mutualiser leurs efforts et à avancer ensemble vers ce que j'appelle une véritable opportunité. La zone économique spéciale de Glodjigbe, ce sont entre autres 164 milliards de francs CFA d'investissement à terme sur une superficie extensible de 1640 hectares pour 250 à 350 000 emplois attendus. Et puis du social et de la microfinance dans ce journal avec l'obtention du microcrédit à l'AFIA et de ses bienfaits. Le thème a fait objet d'une séance de sensibilisation organisée par la ministre des Affaires sociales de la microfinance, ceci à l'intention des femmes du quartier Aïe-Djedo, c'est ici même à Cotonou. Teddy Goudalo, à Siangmokanyansian. En face de quelques femmes du quartier Agbodjedo à Akpakpa, dans la municipalité de Cotonou,
le ministre Véronique Toyin-Fodé Mewanou. Elle est venue s'entretenir avec les bonnes dames de cette zone sur les avantages du microcrédit à l'AFIA. Une rencontre d'échange qui va permettre aux participantes de mieux s'informer du processus d'obtention de cette œuvre sociale du gouvernement. C'est avec une grande joie que nous accueillons ce matin notre maman, Madame la ministre de la Microfinance, avec son cabinet pour nous sensibiliser sur les nouvelles réformes pour l'obtention de microcrédits et surtout sur l'orientation à donner à ce crédit après son obtention. Nous nous rapprochons des groupes cibles à qui nous expliquons comment est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir accéder au crédit, donc on donne les informations. Ce qu'il faut dire, c'est que l'approche consiste d'envoyer les crédits par le canal de leur portefeuille Mobile Money. Et donc, vous savez, le Mobile Money est en train de prendre de l'essor dans nos pays, dans la population, mais c'est aussi un canal sur lequel il faut pouvoir former et sensibiliser les cibles. Les échanges se sont déroulés en langue locale, ce qui a permis aux potentiels bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA d'extérioriser leurs différentes inquiétudes. Elles sont en majorité des vendeuses de poissons, de crevettes et de groupements de femmes. Avec ces dernières, les informations liées au projet d'assurance pour le renforcement du capital humain sont également partagées. Et puis, c'est vraiment la cible du microcrédit à l'AFIA, puisque les microcrédits octroyés sont environ de 50 000, parfois on peut aller à 30 000. Et donc, c'est vraiment la cible même de notre produit pour leur permettre de pouvoir effectuer leurs activités de commerce, de pouvoir s'autonomiser. Et vous savez que l'autonomisation de la femme est vraiment une priorité pour le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, le président. Véronique Toyin-Fodé Mewanou repart toute confiante que la bonne information est allée à l'endroit de la cible choisie. Elle exhorte en effet toutes personnes intéressées par le microcrédit à l'AFIA à composer le numéro vert 7320 afin de disposer d'informations crédibles et fiables. Autre volet de l'actualité avec le projet de construction du marché de gros dans la commune d'Abomey-Calavi et dont les travaux ont déjà démarré. Dans le même temps, les propriétaires dont les terres ont été reprises reçoivent leur chèque. La deuxième vague de ces propriétaires a été honorée en début de semaine écoulée. Rachidi Soubero. La deuxième vague des propriétaires affectés par le projet de construction du marché de gros a reçu des chèques. Une étape de dédommagement organisée par l'Agence nationale du domaine et du foncier à la mairie d'Abomey-Calavi le vendredi 19 février. Je voudrais vous remercier pour votre présence effective à cette deuxième cérémonie de remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction du marché de gros, encore appelé la plateforme agroalimentaire du Grand Nokouir. Le marché de gros, encore appelé la plateforme agroalimentaire, va rehausser l'image du Bénin. Les infrastructures qui y seront érigées vont améliorer l'atmosphère des affaires. Autorités communales et préfectorales saluent l'attitude des propriétaires qui ont accepté de mettre leurs terres à la disposition du projet. Ayant accepté librement de mettre à la disposition du projet vos précieux domaines, vous démontrez ainsi votre sens aigu de citoyenneté et votre attachement à la grande révolution industrielle qui s'opère dans notre pays depuis 2016. La présente cérémonie qui rentre dans la logique de ce que le gouvernement tient à dédommager les PAP avant tous travaux. Merci à vous qui avez fait les formalités encore et qui aujourd'hui allez recevoir vos chèques pour marquer votre adhésion totale pour ce projet. Depuis le 1er février, le site devant abriter le marché a été remis aux entreprises pour les travaux. La NDF et la mairie invitent les propriétaires qui hésitent encore à prendre toutes les dispositions
pour être dédommagés à leur tour. Et puis, dans les collines, 4 dignitaires des religions endogènes ont été distingués dans l'arrondissement de Ouédémès et dans la commune de Glazoué, et ceci pour leur attachement dans la pratique des connaissances traditionnelles et qui a été salué par l'organisation non gouvernementale La Main de Dieu qui leur a décerné des attestations. Et pour le compte de cette 3e édition de reconnaissance de mérite de ces acteurs culturels et ancestraux, c'est bien l'honorable Edmond Agoua qui était l'invité spécial. Imet Hélène Mousson. Praticiens de la géomancie ou chefs de culte vaudou, ils sont plusieurs à perpétuer dans nos contrées les valeurs culturelles et traditionnelles. Engagés pour la valorisation des connaissances endogènes, l'ONG La Main des Dieux reconnaît ici à Ouédémès, dans la commune de Glazoué, le mérite et le dévouement de 4 dignitaires de la religion traditionnelle. Comme les années précédentes, cette reconnaissance décernée par l'organisation vise à saluer le travail abattu au quotidien par les lauréats. La cérémonie pour laquelle nous sommes ici ce soir concerne la décoration, que j'ai la distinction de certains fils de Ouédémès qui ont toujours œuvré pour l'enracinement de la culture et du vaudou au Bénin et à Ouédémès en particulier. Nous remercions très sincèrement l'honorable Agoua. Chaque année, on essaie quand même de le faire dans une commune. Dans une commune, on essaie de faire une tournée de 3 arrondissements pour décorer ces dignitaires, pour leur reconnaître le mérite de ce qu'ils font pour notre religion, dans le cadre de la préservation de leur patrimoine culturel. Et ils sont là et chaque fois, quand ils se lèvent de leur maison, ils vont au niveau de leur couvent. Et c'est ce qu'ils font pour prier pour notre pays, pour sauver des vies. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas leur reconnaître ce mérite de vivant? Fait ambassadeur de la religion endogène, ces devanciers doivent travailler à maintenir en harmonie la communauté vaudou et le monde traditionnel de la localité. Cette 3e édition de distinction des acteurs de la préservation du patrimoine culturel et ancestral a eu pour invité spécial l'honorable Edmond Agoua. Pour l'élu, l'initiative vient combler un vide, celui de la reconnaissance de compétences longtemps négligées. Ceux qui ont décidé d'initier cette rencontre de ce soir, nous avons besoin de les encourager. Il s'agit principalement de notre culture que nous avons décidé de défendre à bras-le-corps. Quand vous allez vers les pays appelés pays développés, ils ont leurs principes qui consistent à nous faire savoir, à nous faire connaître un certain nombre de choses. La fabrication de la télévision, la fabrication des téléphones portables, n'arrivons pas encore à faire ça. Mais nous avons notre culture. Pour inviter, organisateurs et lauréats, la tradition regorge de multiples richesses qui doivent être davantage valorisées. Tous ont aussi souhaité que des initiatives du genre se multiplient afin d'encourager ceux et celles qui continuent de préserver nos connaissances endogènes. Pour boucler, on parle donc de ce festival et fête grave des jeunes artistes béninois. L'événement a retenu l'attention du ministre du Tourisme et de la Culture qui était lui-même sur les lieux. En début de week-end, Jean-Michel Abimbola est allé apprécier les œuvres d'art réalisées le long du mur de l'OCBN au cours de cette 7e édition du festival. Ali Moumouni, Moufid Sabouran. Une fois terminé, ce chef-d'œuvre sera le mur le plus long jamais peint en Afrique. 940 mètres d'œuvre de graffiti qui changent intrinsèquement le visage de cette rue. Voici le fruit du festival Effet Graphe des jeunes artistes béninois. L'objectif pour nous, c'est de battre des records et que le Bénin soit le centre d'attraction, soit le pôle touristique en matière d'art. Comme on se dit, on veut faire des murs, des musées à ciel ouvert. Que le Bénin soit une référence dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. L'association Assad aborde depuis l'année dernière le projet du mur de l'OCBN lors de la 6e édition de son festival intitulé Effet Graphe. Aujourd'hui, ils ont déjà peint 60% de la distance prévue. On s'organise si nous arrivons à avoir les ressources nécessaires. Nous allons nous organiser à travers des activités, des jams ou des mini-festivals pour finir le mur cette année, afin que dès l'année prochaine, nous puissions tendre vers d'autres records. Pour le 7e festival Effet Graphe, ils sont 24 artistes graffeurs venus du Bénin, du Sénégal, du Togo et de la France pour participer au projet. Autour du thème « Le Bénin, patrimoine et potentiel », ils ont décrit et illustré à travers des œuvres de graffiti des personnalités qui incarnent l'histoire du Bénin et des arts qui symbolisent la culture dahoméenne.
Des réalisations assez impressionnantes que le ministre de la Culture a lui-même appréciées lors de sa descente sur le terrain. Donc je voudrais les en féliciter et leur dire que le gouvernement, évidemment, les encourage. Curieusement, c'est un peu paradoxal avec évidemment l'histoire de cet art, mais c'est fait dans l'ordre, c'est fait dans une certaine organisation. Et voilà pourquoi, avec la direction des arts et du livre, avec le conseiller technique à la culture, la conseillère technique aux arts et d'autres sachants, nous sommes venus ici pour pouvoir les encourager, les féliciter et pour pouvoir également donner à voir à nos yeux et prendre du plaisir. Démarré le 12 février 2021, la 7e édition du festival Effet Graphe s'étale sur une dizaine de jours. Il représente une œuvre collective des jeunes artistes béninois qui au départ rendent hommage aux figures africaines ayant marqué l'histoire. Et aujourd'hui, les voici parallèlement en train de changer le visage des villes du Bénin. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver certainement demain pour partager le reste de l'actualité.